Donc voilà, donc en fait moi je suis ingénieure chimiste de formation de base et j'ai travaillé très longtemps à l'Institut Pasteur de Dakar dans les laboratoires où j'étais responsable du service qualité, donc tout ce qui est mise aux normes des laboratoires. Et à un certain moment, j'ai décidé de travailler à mon propre compte et de monter un cabinet. Et on a continué justement à travailler, à accompagner les laboratoires dans la mise aux normes. Mais parallèlement à ça, je me suis rendu compte que quand on parlait de qualité, il y a aussi la dimension humaine qui est extrêmement importante. Et je suis allée me former pour devenir coach professionnel et personnel. Et finalement, j'ai développé une passion pour tout ce qui tourne autour du développement humain. Et aujourd'hui, je travaille essentiellement sur l'accompagnement des organisations dans des thématiques de développement professionnel. Donc voilà mon parcours et encore une fois, très honorée d'être là parmi vous. Merci beaucoup. Allez, on va aller très vite, Seydina, avec l'agenda du jour. Nous avons la chance de recevoir notre grand maître, professeur Mireille Prince-David, qui est la première femme africaine agrégée en bactériologie, virologie. Elle est sénégalaise, elle est togolaise, elle est africaine. Elle va revenir tout à l'heure sur ça. Nous avons également aujourd'hui la chance d'avoir une deuxième euh, invitée, Emilienne Bouchak, qui est infirmière, qui travaille dans l'humanitaire et qui a également accepté euh, de partager son expérience avec nous. Diapositive. Diapositive. Voilà, donc l'agenda, hein, donc après cette première partie de présentation des participants, euh, nous allons donner la parole à Maïmouna, qui va un tout petit peu ouvrir, faire une introduction sur la thématique. Puis nous donnerons successivement la parole à professeur Mireille et à Madame Emilienne. On va le faire dans la foulée parce que je crains que si on commence les questions avec professeur Mireille, voilà, on n'aura peut-être plus le temps de faire la suite. Puis on ouvrira donc des questions-réponses et on échangera. Et Maïmouna, je ne sais pas si vous aurez le temps aujourd'hui voilà, de faire votre présentation. On verra en fonction du temps. Diapositive. Voilà, donc les règles de base, on demande de fermer le micro lorsque vous ne parlez pas, de garder votre vidéo allumée tout au long de la session, tant que c'est possible. Euh, on espère tous qu'on aura un débit Internet suffisant et si vous voulez prendre la parole, vous levez juste la main ou vous utilisez les fonctions de lever de main de Zoom. Diapo. Si vous avez un problème technique, n'hésitez pas à vous connecter, à envoyer un message via le chat. Cette session, elle est enregistrée et en y participant, vous acceptez d'être enregistré. Merci pour cela. Diapo. Alors, il est possible d'obtenir un certificat de participation après avoir assisté à au moins 50% des sessions. Mais attention, il faut être inscrit sur la plateforme. Il ne faut pas vous inscrire uniquement via le lien parce que sinon, via WhatsApp, vous n'êtes pas considéré comme, vous n'êtes pas pris en compte par la plateforme. Et les données qui sont enregistrées, elles sont utilisées en respectant vraiment la confidentialité. Et c'est juste pour donner quelques statistiques pour montrer ce que nous faisons. D'accord? Voilà, donc vous avez ici le QR code que vous pouvez partager avec vous pour permettre à d'autres membres de rejoindre notre communauté qui s'agrandit de jour en jour. Merci beaucoup, Seydina. Maïmouna, on va donc te donner la parole pour une introduction par rapport à cette thématique qui a intrigué plus d'un. Exercice du pouvoir. Les gens pensent qu'on va peut-être aller déloger Monsieur Diomaye à la présidence de la République. Et que c'est un groupe de femmes. Bon, je vous donne la parole, Maïmouna. Merci, professeur Alimatou. Si je peux avoir les diapos, s'il vous plaît. Je pense que je les avais envoyés ce matin un peu tard, mais je les ai envoyés. Alors oui, on va commencer l'introduction surtout en définissant le mot pouvoir, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, finalement, le pouvoir, c'est quoi?
Et c'est vrai qu'il y a différentes perceptions du pouvoir. On peut regarder le pouvoir sous différents angles. Donc, on va essayer de faire une petite introduction en essayant de définir ce qu'est le pouvoir. Est-ce que je peux avoir les diapos, s'il vous plaît? Oui, Seydina. Je pense que nous sommes vraiment honorés. Nous avons professeur Anta Talga qui est connecté, professeur Maguette Silagnan. Il y a beaucoup de messages dans le chat. Merci, merci, cher maître, d'être avec nous. On va donner la parole. Maïmouna, les diapos sont projetés. Oui, merci. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, quand on a essayé de définir le pouvoir, on a rencontré beaucoup de définitions différentes, mais moi, j'ai essayé de choisir cette définition parce que je trouvais que c'était une définition très, très simple et qui finalement élargit la perception du mot pouvoir. Alors, le pouvoir, comme on l'entend, n'est rien d'autre que l'habilité à atteindre son ou ses objectifs. Donc, c'est la définition de Martin Luther King. Et j'ai trouvé que c'était une définition très simple et finalement que tout le monde pouvait appliquer aussi dans sa vie quotidienne. Alors, si on revient dans le cadre professionnel, en tant que manager, il ne s'agit pas de, quand on parle de pouvoir, de chercher à dominer les autres, à dominer ses équipes, mais plutôt d'influencer, d'orienter et de mobiliser les équipes vers un objectif commun. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, à partir du moment qu'on parle d'influence, c'est aussi important de définir ce qu'on entend par influence. L'influence, c'est la capacité d'une personne à orienter les comportements, les opinions, les décisions d'autres personnes ou entités. Et quand on parle d'influence, diapo suivante, s'il vous plaît, on va voir qu'il y a un lien entre l'influence et l'autorité. En général, une personne qui a une influence importante sur les autres va avoir un certain ascendant sur les autres et une certaine autorité. Et l'autorité, c'est la capacité à contrôler, diriger ou influencer les autres. Donc on voit que les trois mots, pouvoir, autorité et influence, sont des mots qui sont vraiment intriqués et chaque mot a une influence, je dirais, sur l'autre mot. Quand on parle d'autorité aussi, l'autorité repose sur le consentement des personnes soumises à cette autorité. Aujourd'hui, on est dans un monde, peut-être qu'à l'époque, on était dans un monde peut-être où on était beaucoup plus encore dans des systèmes autocratiques, mais on se rend compte qu'on va de plus en plus vers des systèmes de pouvoir circulaire, où on est obligé de se concerter. La concertation devient très importante, surtout quand on regarde aussi les nouvelles générations qui aiment donner leur avis et qui ont aussi souvent leur mot à dire. Et donc, au lieu de développer une autorité imposée, qu'on impose aux gens, il est beaucoup plus conseillé d'avoir une autorité d'influence. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, pour résumer, votre capacité d'influence sur les autres est en lien avec votre autorité. Et le fait d'exercer une autorité sur les autres vous confère un certain pouvoir. Et c'est donc de ce pouvoir-là, je pense, sur lequel nous allons échanger au cours de la session. Donc là, c'était juste pour la partie définition. Je redonne la parole à professeur Ali Matou. Et puis, si on a le temps, je passerai mes diapos, mais sinon, je vais aussi écouter, comme les autres, tout ce que les grands maîtres ont à dire. Merci, professeur Ali Matou. Beaucoup, Maïmouna, pour ces quelques diapos qui introduisent la thématique du jour, donc l'exercice du pouvoir. Le pouvoir que tu as défini comme étant une habilité à atteindre ses objectifs, qui fait appel à de l'autorité, mais également à de l'influence qu'on va avoir sur un groupe qu'on est appelé à manager. Mais tu as insisté sur quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est obligé de ne plus être dans un modèle trop autocratique parce que les plus jeunes sont pressés. Ils ne nous permettent même pas de, hein, même si on voulait, on ne peut plus. Je pense que peut-être notre maître aura connu des moments où l'autorité pouvait s'exercer de façon beaucoup plus simple que maintenant. En tout cas, nous allons donner
la parole au professeur Mireille Prince-David euh, pour qu'elle nous fasse un partage d'expérience par rapport à cette thématique. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais que vous pouvez passer les diapositives. Je vous remercie pour cela. Mais d'emblée, je peux vous dire que, quelles que soient les époques, l'autocratie n'était pas forcément un bon modèle de fonctionnement. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, voilà qui je suis. On va très rapidement. Je suis née à Dakar. Je suis sénégalo-togolo. Je suis africaine, comme même dire ma fille et comme disaient mes parents. Et une africaine convaincue du privilège que nous avons eu de pouvoir faire des études, de pouvoir avancer dans nos carrières selon nos choix. Et vous voyez qu'après mon agrégation, j'étais donc promue à rester à Dakar, mais pour des raisons que je tairai ici, j'ai demandé un détachement à l'Université du Bénin au Togo, et où j'ai eu ma titularisation en 95. Et depuis 86, je suis experte, consultante à différents niveaux dans des domaines de santé pure, mais aussi dans l'évaluation des politiques nationales en termes de laboratoire de biologie médicale. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, voilà qui je suis, professeur titulaire, professeur honoraire ici à Lomé, mais ancien chef de département. Vous voyez, j'ai eu la chance de diriger, d'avoir des postes de responsabilité et aussi bien en tant que chef de service à l'hôpital, mais aussi chef de service à l'université. Et comme enseignant, j'allais dire majeur, j'ai été cooptée dans plusieurs conseils scientifiques, mais je voudrais parler surtout du conseil scientifique de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, où j'ai pu travailler avec ma sœur et ma jeune sœur et collègue, professeur Mireille Dosso. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir coordonner au niveau national comme au niveau international euh, des activités au niveau de la gestion du sida et notamment être représentante des pays de l'Afrique de l'Ouest au conseil d'administration du FM à Genève. Et puis, je continue d'ailleurs à travailler dans la poliomyélite puisque je suis, après avoir été présidente du Comité national de certification de l'éradication de la poliomyélite. Je suis membre maintenant du comité régional à l'OMS Afro. Suivante. Oui, quel était l'objectif de cette présentation? C'était vraiment de partager mon expérience professionnelle en tant que femme dans un milieu très masculin. Lorsque vous voyez, à l'époque, on ne disait pas chercheurs, eux, on disait chercheurs, enseignants-chercheurs en sciences fondamentales et biologiques. C'était un peu le regret, comme je disais à d'emblée, de mes parents en disant, elle ne sera pas un vrai docteur. Si, j'étais un vrai docteur parce que j'ai milité pour mieux gérer le pouvoir comme femme en fonction à différents postes de responsabilité comme enseignant-chercheur et obligatoirement donc comme chef de différentes équipes, comme médecin biologie, chef de service à l'hôpital, et comme actrice principale au sein de différents programmes de santé où j'ai eu à coordonner, superviser, former, évaluer des équipes sous ma responsabilité. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Oui, en tant que première femme biologiste agrégée en Afrique francophone, j'aurais pu avoir la grosse tête, mais je ne l'ai pas eu. Ça me faisait plaisir, mais ma passion pour cette science qui était la bactériologie, virologie, et des modèles que j'ai eus de mes maîtres ont fait que tout m'a paru facile. Et être nommé chef de service dès mon arrivée au Togo, en remplaçant un homme, était déjà un premier challenge. Et en tant que première femme enseignant-chercheur à la faculté des sciences de la santé, où il n'y avait que des hommes, et donc l'exercice du pouvoir en tant que femme
jeunes, je ne vous dirai pas mon âge à l'époque, venant d'un autre pays, avec la barrière de la langue, la barrière des cultures, il y a eu de nombreux challenges à relever. J'allais dire aussi en tant que jeune mère, parce qu'à l'époque, j'avais 3 jeunes enfants, dont un bébé de quelques mois. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, les difficultés rencontrées, et j'ai insisté sur ressenti. Le premier, c'était le conflit genre. Ce conflit genre, il a toujours existé. Il existe toujours. Ce conflit genre, vous l'avez avec les autorités, avec les collègues masculins, avec les apprenants. Il y a des anecdotes, je n'aurai pas le temps de vous les raconter, tant au niveau national, régional qu'international. Qui êtes-vous pour vous permettre de dire des choses? Le défi de l'autorité par le personnel, niveau 1, ils sont là pour vous tester. Cette bonne femme-là, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Il y a aussi le manque de reconnaissance que l'on ressent de ses compétences par les pairs, notamment par les pairs du Nord, et parfois par par les autorités non universitaires, non universitaires. Et puis ce ressenti de mépris versus genre, qui est en fait une méprise. Et cela ne m'a jamais déstabilisée. Diapositive suivante. Comment il fallait agir? Il fallait d'abord asseoir son autorité sur la base de conséquences reconnues qui étaient égales euh, aux compétences données à nos collègues masculins. Nous avons été aux mêmes écoles, nous avons fait les mêmes études, nous avons eu les mêmes résultats, voire même plus. Compétences, connaissances. Et j'ai dit en toute convivialité et sans compromission. Oui, j'ai voulu regarder dans le dictionnaire ce que ça voulait dire la convivialité. C'est cette capacité d'une collectivité humaine, d'une société à développer des échanges entre les individus et les groupes qui la composent, ainsi qu'à accueillir celui qui est étranger. Et donc tout ça avec une subtilité, j'allais dire dédiée au genre féminin. Et c'est un véritable atout. Et la deuxième stratégie, c'était de mettre en avant ses capacités de leadership. Suivante. Oui, j'ai dit convivialité et j'ai mis versus, où j'allais pas mettre plus, mais convivialité, fermeté. Résoudre les conflits, il fallait résoudre les conflits avec diplomatie, sans complaisance, en mettant en avant son leadership, en mettant en confiance le personnel par la promotion de la culture de la communication entre l'équipe de direction, entre les membres de l'équipe de direction, entre l'équipe de direction et le personnel, et entre les différents membres du personnel, entre eux-mêmes. Nous avons appris de nos maîtres à mettre en place un système de récompense du personnel. Je répondrai à cela dans les questions. Et tout ça avec la conviction, la passion que l'on donne le meilleur de soi-même. L'objectif, au bout, c'était de préparer la relève et de susciter des vocations. Diapositive suivante. Qu'est-ce que nous voulions faire? Arrivé au Togo, nous n'avions pas de laboratoire de recherche. Nous avions des murs, nous avions les salles pour faire les cours et nous avons mis en stratégie par l'élaboration de projets de recherche et par la cooptation de collègues de l'étranger, nous avons tout mis en œuvre pour arriver à créer 2 laboratoires de recherche fondamentale multidisciplinaires, puisque nous avions très peu de ressources en biologie. Nous avions différentes spécialités, mais ils pensaient que c'était fondamental de mettre ensemble toutes les spécialités de biologie pour pouvoir faire ce laboratoire de BioLIM, biologie moléculaire et immunologie, à l'université de Lomé et à l'université de Kara, au nord du pays, au Togo.
L'autre stratégie, c'était de mobiliser des ressources matérielles parce que les universités n'en ont pas, matérielles, logistiques et humaines, en faveur de nos pays aux ressources limitées, auprès des partenaires au développement et d'autres, j'allais dire, quand je dis autres, il nous est arrivé pour certains projets de recherche d'inspirer des mécènes nationaux, internationaux. Il fallait vendre ces projets pour pouvoir arriver à ce que nous avions projeté. Et la stratégie pour la mise en valeur de cette recherche, une des stratégies, c'est de mettre en valeur la recherche fondamentale élaborée en Afrique, dans nos structures. Il était important pour nous de cesser d'envoyer des sérums et d'attendre des résultats. Nous voulions que tout soit fait ici, en exigeant au préalable de nos partenaires de promouvoir et de faciliter le transfert de compétences, d'équiper les laboratoires de façon adéquate, de nous aider de nous laisser les équipements acquis après les projets de recherche et de permettre d'organiser, de planifier la poursuite et le suivi de cette collaboration Nord-Sud, Sud-Sud, donnant-donnant, gagnante-gagnante pour le bien-être de tous et une reconnaissance mutuelle de nos valeurs et de nos compétences intrinsèques. Diapositive suivante. Cette diapositive ne se commente pas. Il faut être sûr de vous. Vous respectez vous-même. Respectez-les et obligatoirement, le respect vous revient. Diapositive suivante. Alors, comme intervention, j'ai eu la chance de pouvoir élaborer des projets de recherche du fait que j'étais bi-appartenant, c'est-à-dire universitaire et hospitalier, avec pour objectif de former une task force à volet multidisciplinaire composée de jeunes chercheurs compétents, spécialisés, qui avaient été faire des CES, qui allaient, qui venaient dans des labos de recherche. Et nous battions pas pour une spécialisation à long terme, pour une spécialisation à moyen terme, voire à court terme, en permettant justement ces voyages et ces formations à distance. À l'époque déjà, nous avions été formés à distance sans Internet. Nous avons préparé nos CES avec nos maîtres et nous sommes allés passer les examens à l'extérieur. Là, il fallait les passer. Et pour nous, l'important, c'était de ne pas oublier la recherche opérationnelle parce que nos pays avaient des besoins. Et donc, cette recherche, certes, recherche fondamentale, pas pour la gloire, pour faire avancer la science, mais aussi une recherche opérationnelle pour répondre aux besoins de nos pays. L'autre objectif, c'était de capaciter les personnes formées pour une prise en charge du pouvoir, car nous étions appelés à partir. Un maître sans élève n'est pas un maître. Et nous avions comme objectif de décentraliser la biologie. La biologie nous semblait tôt dans les villes, dans les capitales. Et il fallait décentraliser cela jusqu'au plus bas niveau de la pyramide sanitaire par la formation, la supervision, l'élaboration d'algorithmes pour pouvoir assurer un système de référence. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, ça demande du travail, ça demande de sensibiliser le personnel avec qui et vos collaborateurs, ça demande de sensibiliser les autorités parce que les autorités ont des cases et nous devions leur prouver que nous étions le fondement des bâtiments. Et donc, si nous restions confinés quelque part, nous ne pourrions pas avancer, nous ne pourrions pas assurer une prise en charge correcte et le suivi des patients. Nous avons aussi, pour cela aussi, animé différentes conférences, des tables rondes, des ateliers, différents débats. Et nous avons participé et obligé à participer notre personnel sur la formation à des actes de biologie de qualité, à poser des actes de biologie
de qualité. Et pour cela aussi, il fallait superviser le personnel formé. Diapositive suivante. Alors le résultat, vous voyez, c'était la joie. Parce que pour moi, c'était donner l'envie aux jeunes femmes, leur donner le goût de la biologie. Et pour ça, j'ai eu plusieurs émules et plusieurs élèves formés. On me disait, mais maman, tu es tout le temps en mission et tes enfants, on gère. Et ton mari, on gère. Encourager ces jeunes femmes qui craignaient de s'engager parce que c'était trop long, parce que une jeune fille me l'a dit l'autre jour, on ne va pas trouver de mari, parce que plein de choses qui me semblent être des faux fuyants. Et j'ai eu la chance d'avoir plusieurs enseignants dans l'enseignement supérieur, des médecins, des pharmaciens, des scientifiques de fac de sciences, des techniciens de laboratoire et autres biologistes. Et j'ai été d'emblée convaincue que tout était possible. Tout est possible quand on le veut. Et il suffit de chercher les moyens. J'allais pas dire de trouver. Si vous dites trouver, c'est que vous attendez. Si vous allez chercher, vous allez trouver. Et pour moi, c'était de faire avancer les sciences fondamentales en Afrique et les sciences appliquées. Et il était fondamental aussi d'initier la décentralisation des activités de laboratoire pour une meilleure prise des patients. C'est ainsi que j'ai eu l'opportunité de mettre en place, j'ai eu l'idée et j'ai pu imposer cette idée de mettre en place euh, la décentralisation euh, des activités de contrôle, de diagnostic, de contrôle du VIH-Sida et des IST. C'est probablement le premier réseau qui a été mis en place et que j'ai essayé de vendre à plusieurs, vendre en guillemets, hein, à plusieurs pays en leur démontrant qu'en coordonnant bien, on peut servir tous au temps zéro, au temps 1. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, c'est ça, c'était bien de promouvoir la recherche en sciences biologiques et fondamentales et prouver que ces disciplines scientifiques étaient accessibles à toutes comme à tous et qu'on pouvait totalement s'expanser et vivre heureux dans ce type de sciences. Oui, j'ai pu acquérir cette autorité et doubler, parce que ce n'était pas l'autorité pure, c'est vraiment doublé de cette reconnaissance par ses pairs, ses élèves, l'autorité de tutelle. Quand vous regardez et que vous voyez en face un sourire, un regard qui vous prouve que vous avez servi à quelque chose, je crois que vous êtes comblé. J'ai pu aussi acquérir une, une confiance auprès des partenaires, l'État, les partenaires privés, les partenaires au développement, ce qui m'a permis de mobiliser facilement des ressources nécessaires pour développer et animer les projets de recherche élaborés par mon équipe. Et ça, j'ai pu, je pense, avoir un rayonnement national, régional, international en faveur des populations africaines. Je peux marquer aussi qu'on a, je pense, aujourd'hui, à mon âge, je vis les fruits d'un passage de flambeau réussi, puisque j'ai pu former plusieurs jeunes et plusieurs équipes d'enseignants-chercheurs en sciences de biologie de tous les rangs, A, B, et des techniciens qui me rencontrent, me professeur, vous m'avez enseigné ceci, vous m'avez... Et j'ai pu créer donc ce laboratoire de biologie nucléaire et d'immunologie qui est confié maintenant à mes élèves, qui sont confiés maintenant à mes élèves et qui rayonne sur le plan international par rapport à ce dont nous étions partis il y a quelques années, par rapport à ce que j'ai laissé au moment d'aller à la retraite. Je vous invite à venir visiter ce laboratoire. Diapositive suivante. Alors, quelles sont les leçons apprises? C'est d'abord la reconnaissance des difficultés de l'autre, le respect de la personne, le respect de l'autre. Parfois, nous avons des collaborateurs que nous jugeons trop rapidement, alors que
lorsque nous tendons l'oreille, lorsque nous le regardons bien et que nous avons cerné ces difficultés, nous en faisons quelqu'un d'autre un joyau. La fermeté de la prise de décision après mûre réflexion. Lorsque vous prenez décision, vous avez mûrement réfléchi, pas possibilité de faire des va-et-vient. Parce que, un, vous vous décrédibilisez, c'est ça? Deux, vous-même, vous donnez une image douteuse de vous-même et vous ne pourrez plus prendre des décisions plus tard. L'absence de compromission, pas de compromis. On ne va pas vous couper la tête. Lorsque vous expliquez même à l'autorité la plus dure que ce que vous faites, vous l'expliquez de façon claire, simple, avec un peu d'humilité quand même, c'est parce que c'est l'autorité, ça passe comme une lettre à la poste. Poser le problème, une barrière distincte entre le professionnel et le personnel. Vos affaires personnelles n'ont rien à voir avec votre activité dans le cadre professionnel. Ça n'a rien à voir. En tout cas, vous devez en permanence faire l'effort de séparer ces deux choses pour pouvoir naviguer à flot. Toujours faire une analyse préalable de la situation avant de prendre une décision et de l'exécuter. Et j'ai ajouté réunion régulière de service avec votre équipe, ne serait-ce que pour développer la notion d'équipe. Diapositive suivante. Merci de votre écoute. À tout à l'heure. Merci beaucoup, cher maître, pour ce magnifique partage. Euh, Ça a l'air simple comme ça, mais on n'imagine pas ce que ça devait être de se retrouver jeune professeur, seul entouré d'hommes. Euh, et comme vous dites, arriver à garder son calme devant les rires moqueurs, voilà, parce que les hommes, pardon à ceux qui sont connectés, hein, mais des fois, je pense que c'est l'être humain, les gens, voilà, ils savent pas, ils sont pas toujours très gentils. Nous, je retiens beaucoup de choses. Se respecter soi-même et puis les autres vont vous respecter. Euh, un maître sans élève n'est pas un maître. Donc, qu'est-ce qu'on lègue? Qu'est-ce que finalement on laisse derrière nous? Tout est possible quand on le veut. Merci beaucoup, cher maître, pour ce très beau partage. Comme je dis, une session comme ça d'une heure ne peut pas suffire. Chaque élément que vous avez développé aurait pu faire l'objet d'une session à part entière. Je sais pas, je n'ose pas dire qu'on aura peut-être. Maïmouna, il faudrait qu'on réfléchisse nos sessions écho, hein, peut-être trouver une matinée. Voilà, mais bon, aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir ce très beau partage de notre maître. Maïmouna, je sais pas si tu veux dire quelque chose avant qu'on. Je n'ose pas ouvrir les questions parce que c'est sûr que je te donne d'abord la parole. Un mot, Maïmouna. Oui, en fait, moi, le premier mot qui me vient, c'est vraiment la gratitude. Parce que aujourd'hui, nous, en tant que femmes, il y a peut-être beaucoup de choses qui nous sont facilitées par rapport à nos mères, à nos grands-mères. Et c'est parce que avant nous, il y a eu nos anciennes qui se sont battues pour ça. Et souvent, on a tendance à l'oublier. Donc vraiment, pour les pionnières que vous êtes, et professeur Mireille l'a bien démontré par rapport à ce qu'elle a expliqué, vraiment gratitude, merci, merci pour tout. Voilà. Merci beaucoup, cher maître. Comme vous dites, Maïmouna, hein, c'est elle qui était là quand il n'y avait rien. Euh, voilà, elles ont bâti le système dans lequel aujourd'hui nous nous promenons avec beaucoup d'allégresse, euh, comme si voilà tout venait de naître. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup, merci infiniment, cher maître. Nous allons passer maintenant la parole à comment elle s'appelle? Émilienne, Madame Émilienne Bouchak. Émilienne, Oui, tu professeur, je suis là.
Voilà, donc on va projeter vos diapositives et vous permettre aussi de faire votre présentation. Merci, professeur. Bonjour à tout le monde. Ousmane Diabali, on peut fermer son micro. Ousmane. Oui, je suis Emilienne Boutak et c'est pour moi un plaisir d'être là aujourd'hui pour parler de l'exercice du pouvoir. Je suis infirmière supérieure avec une licence en soins infirmières. Et puis, actuellement, je suis à Préventis Cameroun SAR depuis le 7 août 2020. Non, sorry, ça c'est la date de présentation d'aujourd'hui. Mais permettez-moi de vous amener dans le contexte humanitaire et hospitalier pour mieux vous parler de l'exercice du pouvoir, s'il vous plaît. Voilà, en termes d'introduction personnelle, je dirais que je suis une infirmière avec plus de 10 ans d'expérience en contexte humanitaire dans les zones à risque. Emilienne, vous avez fermé votre micro. Emilienne. Désolée, professeur. Oui, en, en termes d'introduction personnelle, je suis une infirmière avec plus de 10 ans d'expérience en contexte humanitaire dans les zones à risque, avec des organisations de renom telles que les Nations Unies, la Croix-Rouge française et Médecins sans frontières. Je suis spécialisée dans des soins hospitaliers et santé communautaire, nutrition et les urgences médicales. Mais actuellement, j'exerce dans la médecine de travail avec l'agence Préventis Cameroun SAR. Et je suis fixée dans une agence de voyage en tant qu'infirmière de travail pour la santé et la sécurité des passagers et du personnel de l'agence. Mon engagement au quotidien, c'est de protéger la santé des communautés, de promouvoir un leadership basé sur l'équité, l'écoute et la collaboration. Car je crois profondément qu'un leadership humain est d'abord un engagement envers les autres, ensuite envers moi-même et l'organisation. Merci, diapo, s'il vous plaît. J'ai préparé une citation introductive par rapport au thème de ce jour, car le pouvoir n'est pas seulement dans le domaine humanitaire, dans tous les domaines d'activité, même dans le commerce, il y a des personnes détentrices du pouvoir. Raison pour laquelle je dis ceci, le pouvoir, qu'il soit politique, économique ou social, est une force qui permet d'influencer les décisions et les comportements d'autrui. Son exercice peut être bénéfique pour la collectivité, mais il comporte aussi des risques importants, notamment les dérives autoritaires ou corruptives. On va expliquer peut-être s'il y a les questions. Si les gens n'ont pas écouté, je reviendrai dessus. Diapo, s'il vous plaît. L'objectif de la présentation, c'est déjà de partager mon expérience personnelle dans l'exercice du pouvoir, bien sûr en contexte humanitaire et hospitalier. De montrer l'autorité, de montrer comment l'autorité peut devenir un outil de transformation positive ou négative, bien sûr. De promouvoir un leadership basé sur l'éthique, la responsabilité et l'influence bienveillante. Diapo, s'il vous plaît. Contexte de la situation. J'ai pensé aussi à définir l'exercice du pouvoir, car l'exercice du pouvoir désigne la manière dont une personne ou une organisation utilise l'autorité ou l'influence pour atteindre ses objectifs. Je pense que notre coach Maïmouna l'a si bien dit, parce que qui dit pouvoir dit atteindre des objectifs. Mais maintenant, pour les atteindre, la manière dont on s'en sert peut causer problème. Ceci inclut prendre des décisions et les faire appliquer, gérer les ressources humaines, matérielles et financières, influencer positivement pour un but commun,
Faire preuve de responsabilité et de transparence, surtout dans le domaine humanitaire. La transparence, ça compte beaucoup. Sur ce, le pouvoir n'est pas seulement hiérarchique, c'est avant tout la capacité d'influencer positivement les uns et les autres. Merci. Diapo, s'il vous plaît. Les interventions et les stratégies. Pour moi, le meilleur des leaderships, c'est le leadership participatif, là où on délègue les tâches un peu à tout le monde, où chacun peut donner son point de vue sans être frustré, parce que chaque voix compte dans les décisions. La communication doit être claire et transparente, pas de politique. Je crois que dans une des formations ici, on avait dit qu'on ne doit pas écouter ceux qui viennent rapporter parce que ça aussi, ça tue le travail. Il y a des leaders qui aiment bien les bouches à oreille. Chut, ça ne passe pas avec moi. On doit répartir équitablement les ressources disponibles. On doit bien sûr continuer le plaidoyer actif pour les droits des patients parce que le patient est au centre de l'humanité. Nous sommes dans l'humanité parce que les patients sont là, parce que les bénéficiaires sont là. La prise de décision rapide et responsable dans un contexte à ressources limitées, ça veut dire face à une situation, on ne perd pas le temps, on doit être proactif, savoir prendre des bonnes décisions surtout, et aussi ne pas hésiter à demander conseil à une tierce personne à côté parce qu'on n'a pas le monopole du savoir. Même un aide-soignant ou bien un hygiéniste peut vous dire que non, je pense que ce qui est là n'est pas bien placé et ça, il faut tenir compte. Il faut également une équité de genre et d'inclusion au sein des équipes. Voilà, ça, la notion de genre revient encore. Diabo, s'il vous plaît. Là, je vais vous amener dans les différentes interventions et stratégies. Je prendrai l'exemple de la période où j'étais coordonnatrice du Centre nutritionnel thérapeutique interne. C'est ça qui est abrégé CNTI. C'est un centre où on ne soigne que des personnes qui sont atteintes de la malnutrition aiguë, sévère et avec complications. Là, c'était au niveau de l'hôpital régional annexe de Koussiri. C'est à l'extrême nord de mon pays. On a eu des situations où les patients refusaient les accompagnantes parce que là, on est dans un service de pédiatrie et les enfants n'ont pas le droit de décider. Ils viennent toujours avec des accompagnants. C'est pourquoi je vais plus parler avec les accompagnants. Donc, on avait des accompagnants qui refusaient catégoriquement les soins parce que les tabous et les cultures, vous voyez un peu, et vous, face à un enfant qui souffre énormément et que la mère vous dit non, vous n'allez même pas l'hospitaliser, elle ne veut pas rester à l'hôpital, elle veut partir. Il faut être un peu stratège pour pouvoir pallier à cela parce que cet enfant que vous allez laisser rentrer à la maison va aller être intoxiqué avec les produits traditionnels et son état va bien sûr se compliquer et Inch'Allah, bon, je touche du bois, la mort peut s'en suivre. Donc, les refus d'hospitalisation par les accompagnants, c'était dû aux méfiances, les préjugés sur les actes. Ils ne veulent pas la sonde, ils ne veulent pas la transfusion, ils ne veulent même pas l'oxygénothérapie, ils ne veulent pas la chirurgie, ils ne veulent rien en fait. Ils sont venus parce que l'enfant allait mal. Et ils se disent que vous allez donner un médicament et puis ils vont rentrer pour la suite à la maison. Or, le cas de l'enfant nécessite obligatoirement une hospitalisation. Donc, dans ce cas, on doit être stratège et renforcer la sensibilisation collective et ciblée, notamment avec les leaders communautaires, les anciens, les chefs de famille, les relais communautaires aussi, qu'on les envoie, aller un peu essayer de sensibiliser en milieu communautaire. On doit aussi toucher les imams, même les anciens patients, ils viennent très souvent nous aider à témoigner pour convaincre X, Y, pour dire que non, c'est pas... Parce qu'ils ont aussi cette idée de la gratuité. Le fait que nous soignons gratuitement fait en sorte que les gens se disent que non, si c'est gratuit, c'est qu'il y a un problème derrière. Ou si on met l'oxygène, ça veut dire que le patient va mourir. Non, je ne veux pas voir mon patient comme ça. Je ne veux même pas qu'on l'opère. On dit que quand on opère, donc ils ont toujours des préjugés et ils préfèrent beaucoup plus les médicaments traditionnels. Donc,
on use des voies et moyens pour essayer de les convaincre, peu importe le temps que ça va prendre, mais on finit très souvent par réussir et puis on prend le patient en hospice et on avait, dû au manque de financement, de budget, on n'avait pas les HP, donc même les staff consuls, on n'en avait pas. Donc, nous, en tant que les managers, on s'organisait pour pouvoir jouer ce rôle. Quand il y a une situation critique, on nous appelle et puis on vient se mettre au chevet de l'accompagnant pour essayer de rassurer. Et tout le monde était appelé à le faire. Voilà. Le rejet, on a aussi, j'ai parlé des rejets des soins chirurgicaux. Certaines familles refusaient catégoriquement le transfert vers la chirurgie parce que nous, au niveau du CNTI, on n'hospitalisait pas. L'enfant pouvait venir peut-être avec je vais prendre un exemple banal, une hernie ombilicale ou bien toute autre pathologie, une appendicite, ça dépend. Et il faut référer immédiatement vers la chirurgie. Il va te dire que non, je préfère rentrer. Il va signer, sortir contre avis médical au risque de partir avec ce patient qui pourrait décéder en route. Donc, là, c'était très difficile. On doit prendre le temps pour trouver des explications bien fondées sur les soins et faire intervenir tout le monde pour qu'ensemble, on puisse convaincre cette accompagnatrice ou accompagnateur. Diapo, s'il vous plaît. Un autre exemple aussi, c'était l'encadrement et la résistance au changement. Le non-respect des protocoles PESIMA et PESIMNE. Bon, PESIMNE, là, PESIMA, c'est la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère avec complications parce qu'on était au niveau du centre nutritionnel thérapeutique interne. Et la PESIMNE, lui, ça concerne les enfants pédiatriques, ceux qui n'ont pas la malnutrition. Mais dans toutes ces prises en charge, on avait les protocoles de prise en charge et il était impératif que chacun puisse respecter. Mais on pouvait rencontrer des situations où les uns et les autres veulent bafouer peut-être l'enfant malnutri parce qu'ils ont une alimentation qui est spécifique avec les intrants nutritionnels. L'enfant vous dit que non, je veux manger, je ne veux pas boire ça, je ne veux pas, même la sonde, il ne veut rien en fait. Donc, il vous dit qu'il veut manger. Oh, vous devez être très, en fait, vous devez être très dynamique, à mettre un peu l'empathie, se mettre à la place de l'enfant parce qu'il ne veut même pas que ça entre dans sa bouche, il ne veut pas le goût de ça. Donc, il faut trouver des voies et moyens pour qu'on accepte que la sonde passe par ses narines et qu'on puisse lui donner peut-être son F115, qui comprenne que c'est pour un temps. Quand il va rentrer à la maison, il va se remettre à l'alimentation. Et les accompagnantes aussi, qui ont cette facilité à vouloir se cacher, donner un peu à manger à l'enfant, que non, depuis 3 jours, l'enfant n'a pas mangé. Alors qu'avec la situation du parent, c'est ça qui est indiqué pour l'enfant. Avec la situation de l'enfant, c'est ça qui est indiqué pour lui. Mais le parent ne comprend pas, se dit que non, je vais amener mon enfant derrière, lui donner un peu à manger. Donc, on devait être partout en même temps pour pouvoir surveiller ses enfants afin qu'ils ne puissent pas prendre même la viande, parce que chez eux, à l'extrême nord, c'est la viande. Ils aiment la viande, ils aiment manger. Et le couscous, tout ça. Donc, on doit aussi amener les accompagner à l'écart pour qu'ils puissent manger loin des enfants. Donc, le non-respect des différents protocoles, parce que quand on dit protocole, il y a aussi l'alimentation des enfants. Ça entraîne ce qu'on appelle les retards dans les prises en charge, les soins qui sont incohérents, les complications médicales. Sur ce, on a décidé, parce que ce n'était pas que moi, il y avait moi et mon backup, on a décidé de créer des formations pour tous. On ne voulait pas savoir si tu es médecin, si tu es infirmier, parce que aussi les médecins faisaient parfois des erreurs à demander des solutés qui ne sont pas compatibles avec des quantités qui ne sont pas dosées pour les enfants malnutris. Ça crée les œdèmes aigus du poumon et toute autre complication. Donc, il fallait trouver des voies et moyens pour pallier à tout ça. Déjà, la formation était très idéale avec les médecins, infirmiers, sages-femmes, infirmiers, médecins, aides-soignants, pouvoir former tout le monde au même niveau sur les différents protocoles de prise en charge, de telle en sorte que si
peut-être moi, infirmière, j'ai fait l'erreur dans ma planification, que toi, tu annonces, ou bien peut-être le médecin a fait une erreur, que chacun puisse intervenir. Ça a vraiment capacité ces infirmières, enfin toute cette équipe, en sorte que on était comme le meilleur service de l'hôpital. Tout le monde voulait aller en pédiatrie parce qu'en pédiatrie, la prise en charge est super. Donc, on travaillait assez bien. Et si les protocoles sont respectés, le traitement aussi, ça va vite et à la fin, les enfants guérissent. Je devais veiller au remplissage des dossiers des patients, des registres de prise en charge, des fiches nutritionnelles aussi, les peser, parce qu'il y a les heures de peser le matin avant le lait, l'alimentation de 4 heures, de 5 heures. Mais d'aucuns vont dormir et ne vont pas peser. Et puis, il faut que tu sois à l'écoute du parent qui te dise que non, on a pesé mon enfant quand il avait déjà mangé, ou bien on n'a pas pesé mon enfant. Donc, tout ça, ça entre en et en tant que détentrice du pouvoir, tu vas venir le matin, tu vas saluer, tu vas demander c'est comment, est-ce que l'enfant a bien dormi. Essayez un peu d'écouter les plaintes et trouver le moyen d'appeler ton personnel derrière pour dire que qu'est-ce qui s'est passé la nuit avec le patient parce que j'ai appris qu'il n'a pas été alimenté. Soit c'est que parfois aussi le patient n'est pas là, elle est sortie pour aller faire la nourriture de son mari, comme c'est des foyers polygamiques, elle ne dit pas la vérité, veut te mettre en conflit avec ton équipe et qu'à la fin tu puisses non, revenez un peu s'il vous plaît, diapositive, voilà. Donc il faut essayer de bien gérer les choses pour ne pas créer des frustrations, détruire l'ambiance du travail, trouver des stratégies d'écoute, surtout l'écoute minutieuse, le respect des uns et les autres, le cadre éthique, veiller à ce que l'atmosphère soit bien, parce que même le bien-être de nos bénéficiaires, et on se doit de respecter les différents protocoles, parce qu'à côté de ça, on a les délégations du ministère qui venaient aussi pour les suivis. Et si c'est mal fait, on va demander à la cordon ou à la major qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et quand il y a les séances d'audit, parce qu'avec ça, on a instauré aussi les staffs matinaux, les présentations des cas par les équipes de garde où chacun pouvait faire une question. Et c'était bien d'écouter un aide-soignant poser une question, on dirait un médecin, et tu te dis que waouh, c'est bien, tu es fier de toi, de voir que un petit potentiel ou bien une tâche, tu sais que non, ça allait. J'appelle l'aide-soignant, je dis, viens maman, de l'enfant, il y a encore le lait qui remonte. Et l'aide sur ses compétences et tu l'as mise à l'épreuve et elle le fait Emilienne, pas. il y a un problème avec le son. Qui peut aussi bien le faire. Ok, c'est bon maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Oui, peut-être qu'il faut arrêter la caméra parce qu'il y a un problème de son, Ok, il y a un problème de connexion. Et puis aussi, si tu peux accélérer un tout petit peu, sinon il ne restera plus longtemps. d'accord. Merci D'accord, beaucoup. professeur. Ok, diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est un autre cas, la gestion des équipes, autorité et discipline. Je pense que je viens de le dire plus haut, les méfiances entre le personnel nutritionnel et médical, les conflits de rôle, manque de collaboration, parce qu'ils ont parfois avec la charge du travail, surtout dans les périodes de pic, on se retrouve avec une pression énorme et on perd la motivation. Du coup, il y a un manque de collaboration. Il faut être là, outillé pour, à travers les briefings matinaux, les clarifications de responsabilité, le renforcement du, du travail en équipe, essayer d'interpeller les uns et les autres, de ne pas si l'administration pouvoir renforcer les équipes, la, les, qui est dans les périodes de pic et on suspend Il y a vraiment un problème de avant réseau. les relevés. On a du mal à vous Oh là entendre. là, qu'est-ce que je fais Voilà. encore, professeur?
Je sais pas, peut-être, je sais pas. En tout cas, on a du mal à vous entendre et à vous suivre. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de diapos? On peut faire passer. Tu peux faire passer la suivante. Ah, c'est parce que le réseau a migré. En fait, il y a le réseau. Donc, quand ça bascule, Ah ben voilà. oui, quand ça bascule, j'ai partagé mon téléphone depuis le début, mais ça a tendance à basculer pour prendre le réseau de l'entreprise. C'est D'accord. pourquoi, oui. Bon, peut-être on va aller rapidement dans les résultats et impacts avant de conclure. D'accord, professeur, il n'y a pas de souci. Merci. Résultats et impacts. Euh, quand l'exercice du pouvoir est, quand on a bien géré le pouvoir qu'on détient, ça renforce la cohésion au sein des équipes, malgré les contraintes, malgré la charge du travail. Tout le monde se sent bien parce que tu sais les motiver, tu sais les encourager, tu sais les complimenter. Ils aiment ça. On aime ça. Moi-même, j'aime ça. On a la réduction des erreurs médicales grâce à la clarification des rôles et la formation et les différentes formations continues. On a l'amélioration de la qualité des soins multiculturels et pédiatriques, nutritionnels et pédiatriques autant pour moi. On a la confiance qui est renforcée au sein des communautés locales envers le personnel médical parce qu'à la fin, quand un enfant était malade et qu'on lui dit non, va à, à, en chirurgie, peut-être c'est un pansement, il dit que non, il veut qu'on lui fasse son pansement à partir de la pédiatrie parce que tout le monde voulait venir en pédiatrie. On a l'autonomisation des équipes qui sont désormais capables de prendre en charge les cas les plus complexes suivant les différents protocoles de prise en charge. On a le changement de culture, de pouvoir, donc plus d'écoute, de partage, de responsabilité collective. Donc, le pouvoir véritable, c'est celui qui transforme les obstacles en opportunités. Je crois qu'on a déjà fait une session pareille, qui rend les autres capables à leur tour. J'ai compris que diriger, c'est d'abord écouter, rassembler et faire grandir les uns et les autres. Diapositive, s'il vous plaît. Comme leçon apprise, le pouvoir se partage pour être plus durable et efficace. L'écoute renforce l'autorité plus que l'ordre. Voilà. L'équité renforce la performance. La collaboration fait émerger les solutions nouvelles. La vulnérabilité des autres n'est jamais une faiblesse à exploiter. Diapositive, s'il vous plaît. Avant d'aller à la conclusion, je dirais que l'exercice du pouvoir, c'est un sujet vraiment spécial. Et moi aussi, j'ai aimé parler de ça parce que j'ai compris qu'avec l'exercice du pouvoir, on peut toucher tous les différents sujets qu'on a déjà vus ici à Eco Gender, à savoir la gestion des conflits, transformer les problèmes en opportunités, communication non violente, savoir négocier, affirmer positivement son leadership, savoir prendre des décisions, management du changement. Donc, c'est un volet très, très, très complexe, vraiment. En conclusion, je dirais que l'exercice du pouvoir est au service de la mission et non de l'ego. On a parlé de l'humilité tout à l'heure. Je pense que professeur Mireille, autant que moi, l'a dit. L'influence positive est plus durable que l'imposition. Ça ne sert à rien de vouloir dominer les autres. Non, soyons humbles les uns les autres et puis la vie sera plus vivable. En milieu hospitalier ou humanitaire, le pouvoir s'exerce avec éthique, courage et bienveillance. Sur ce, je vous... Diapo, s'il vous plaît. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Emilienne, pour ce très beau partage, hein. Là également, c'est du vécu. C'est tout ce que tu vis au sein de ta mission, que tu as bien voulu partager avec nous, avec beaucoup de bienveillance. Je pense que, comme on l'a toujours dit, le leadership, il est en nous. Après, c'est comment le mettre en œuvre, comment, dans certaines situations, utiliser telles astuces plutôt que d'autres. En tout cas, on voit que vous avez euh,
je pense que Maïmouna, aujourd'hui, nous avons vraiment affaire à des grandes, je sais pas comment dire, leaders au féminin. Hein. On a eu deux modèles magnifiques de, de leaders féminins qui ont été partagés. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous allons quand même ouvrir le micro pour des questions. Moi, je voudrais bien commencer avec votre permission. Professeur Mireille, vous nous avez partagé votre parcours. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous n'avez jamais eu de période de doute où vous avez peut-être vécu des choses pour lesquelles vous dites, je jette l'éponge, je ne vais pas y arriver? Parce que moi, ça m'arrive assez souvent. Je ne sais pas si c'est normal. Pour ne pas dire tous les 2 jours, je dis j'arrête. Je ne sais pas si vous avez envie de répondre à Non, ça. non, c'est bizarre, mais je n'ai jamais eu de période de doute. Et c'est dans les difficultés que je me suis révélée. Lorsque vous avez des difficultés, vous analysez la situation. Vous respirez un bon coup, mais vous regardez votre objectif. Et votre objectif, vous devez l'atteindre. Jamais je n'ai eu de doute. Même dans des situations qui étaient, j'allais dire, politiquement difficiles. Parce que des fois, vous avez toujours affaire à l'autorité de tutelle. Mais si vous n'êtes pas convaincu de vous-même, vous ne pouvez pas convaincre. Non, non, jamais, 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 jamais j'ai eu de doute sur ce que je ne crois pas. Hein. En tout cas, je ne l'ai jamais ressenti et je pense que je ne l'ai jamais exprimé. J'ai toujours, j'allais dire, chauffé mes équipes en disant, écoutez, on y va, hein, et puis advienne que pourra. Merci, merci beaucoup, cher maître. Il y a une main qui est levée. Ahmed Zerbo du Burkina, qui a fait un très beau témoignage sur vous. Ahmed, vous avez la parole. Ok, vraiment merci, professeur, pour la parole. Bonsoir cher maître et merci infiniment pour ce témoignage. J'ai une question pour le professeur Mireille. En tant que femme, quelle est votre source de motivation? Parce que j'ai vu que vous avez vraiment partagé beaucoup, vous avez vécu beaucoup. J'aimerais connaître votre source de motivation, bon, pour s'appuyer sur ça, pour pouvoir continuer vraiment. Merci infiniment. Oui, mais est-ce que il y a, je crois, Antatal Dia qui veut poser une question, puis je vais peut-être prendre une liste de questions et puis essayer de répondre de façon globale pour gagner du temps. Merci. Merci beaucoup de me donner la parole. Donc, tout d'abord, je félicite le professeur Alimatou. Malheureusement, je viens juste de découvrir votre offre. C'est vraiment dommage parce que j'ai vu les différents thèmes qui ont été déjà traités, parce que j'ai beaucoup appris dans cette session. Bon, ça ne me surprend pas venant de notre maître, le professeur Mireille Prince. Donc, au passage, je vous rends mes hommages, tous mes hommages, cher maître. Nos souvenirs sont encore très, 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 hein, très, je ne peux pas dire affectifs et tout, mais merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et merci beaucoup à Emilienne et à Maïmouna que je viens de découvrir. Je pense que j'ai raté beaucoup de choses, mais j'ai aussi appris beaucoup de choses. Parce que la situation même sociale de la femme en Afrique, elle est assez particulière. Hein? Donc, au sein de la société, la femme a encore sa place à faire accepter. Et si on vient au niveau professionnel de très haut niveau, en ce qui concerne les professionnels de santé, que ce soit au niveau du personnel infirmier ou du personnel médical, c'est assez compliqué également. Donc, nous nous sommes retrouvés dans tout ce que vous avez relaté, professeur Emilienne aussi. Et je peux dire que les choses sont en train de changer parce que ce sont des professionnels, des personnels qui sont en train de se féminiser et les gens sont obligés de faire avec nous. Et il faut dire que la remarque que j'ai faite, professeur et Emilienne, c'est que
les femmes à un certain niveau de décision ont à donner des résultats beaucoup plus importants que leurs homologues hommes pour être acceptés. Est-ce que vous avez vécu ça ou pas? Est-ce que vous avez eu l'impression au cours de votre carrière qu'il fallait en faire au moins 2 fois plus que les collègues hommes pour être reconnus, ne serait-ce qu'au même niveau? En tout cas, merci beaucoup. Merci. Je vous remercie infiniment à vous tous. Merci beaucoup, professeur Anita Tal. Dia. Nous allons maintenant donner la parole à Dr. Christiane Agboton. Prenez la parole. Bonjour et merci de me donner la parole. Je voudrais, comme je dis, je découvre cette partie parce que j'étais dans une autre cohorte, celle qui est en lien avec les finances. Et c'est seulement hier soir que j'ai reçu. Et quand j'ai vu les intervenants, surtout Mireille, j'ai dit, je plonge, je vais y prendre part aujourd'hui. Donc, merci aux organisatrices. Merci donc à Mireille et à Emilienne qui ont fait des présentations qui sont dans des contextes tout à fait différents, avec une approche qu'on pourrait penser différente, mais qui en fait convergent. Et moi, ce que j'ai retenu, il y a énormément de leçons, mais j'ai été frappée par le fait que être femme n'était pas un problème. C'était même pas, j'ai l'impression, quelque chose qui était pris comme un obstacle. Ou, voilà. Au contraire, Mireille, toi, tu as parlé d'atouts. Et peut-être que la question que j'aurais posée, c'est est-ce que, bon, mais ma question est peut-être un peu biaisée, mais est-ce que le contexte familial de départ n'est pas un élément qui favorise aussi le pouvoir pour les femmes dans certains contextes enfin, qu'on pourrait dire un peu plus masculins? Et en vous écoutant, moi j'ai beaucoup, bon, à l'origine je suis du domaine médical quand même, mais après j'ai vraiment viré vers les questions de défense et de sécurité. Et actuellement, un de mes combats quelque part, c'est la question des femmes dans les forces de défense et de sécurité. On n'y pense pas beaucoup, mais également dans un système très hiérarchisé. Il y a beaucoup d'obstacles à franchir. Et j'étais en train de me demander si on ne pourrait pas, avec Team Eco Gender, avoir un partage entre les femmes, enfin sur la question du pouvoir, du leadership, quand on est dans un corps très structuré, hiérarchisé. Voilà, je pense que ce que vous avez dit aujourd'hui, il y a énormément de choses qui auraient pu être partagées avec les femmes dans les forces de défense et de sécurité. Et je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Christiane. Je pense que l'idée est bien notée. J'y avais pensé aussi, parce que moi-même, je suis militaire, je suis pharmacien colonel. Donc, je pense on va creuser tout ça après. Professeur Kumba, vous avez la parole. Merci beaucoup, Alimatou. Merci d'avoir toujours invité des femmes modèles. Alimatou et Maïmouna nous gratifient tous les mois de témoignages éloquents. Mais aujourd'hui, c'est un témoignage particulier, le témoignage de notre grand maître, le professeur Mireille Press-David, à qui vraiment nous renouvelons toute notre reconnaissance et notre gratitude. Cher maître, merci pour tout. On a eu 2 témoignages avec 2 approches, on peut dire différentes, mais le consensuel, parce qu'on a eu des valeurs ajoutées. Et comme vient de dire Christiane, l'environnement familial est quand même très, très, très important. Je crois que quand on est dans un environnement favorable, on peut évoluer assez rapidement. Et la question que je voulais demander à toutes les deux, qu'en est-il des barrières au niveau socio-culturel et comment les jeunes générations peuvent faire pour endiguer cela? Et comme a dit Mireille, Mireille ou Anta, les professions médicales se féminisent. Donc, de plus en plus, mais c'est toujours difficile parce qu'il nous faut toujours avoir notre place, nous battre. Quand un homme doit dépenser, par exemple, en calories, 100 calories, excusez-moi ceux qui sont connectés, nous autres femmes, il faut qu'on en dépasse 300 ou 400 calories pour atteindre le même objectif. Mais ce qu'on voit toujours, à chaque fois que les femmes gèrent, la gestion, elle est impeccable.
En tout cas, bravo aux femmes et bravo à EcoTeam Gender. Et je suis sur l'idée des forces de défense et de sécurité parce que c'est quelque chose qu'il faut creuser. Merci Christiane pour avoir donné cette idée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Sylvain, un homme va prendre la parole pour défendre. Depuis tout à l'heure, on les attaque. Docteur Sylvain. Ok, merci beaucoup, professeur. Vraiment, merci et félicitations au professeur, à notre maître, au professeur Mireille, qui nous gratifie de toutes ces expériences. Et moi, particulièrement, j'en suis tellement fier parce que moi, dans mon parcours, elle a été une lumière parce qu'elle faisait preuve de beaucoup de bienveillance et beaucoup d'humilité. Et ça, jusqu'aujourd'hui, elle a toujours été un exemple pour moi. Il y a des moments où je pensais que je dois aller la voir, mais elle me dit non, mon fils, c'est moi qui dois venir vers toi. Et c'est des choses qui nous marquent véritablement. Et ça, c'est aussi être femme et être capable d'exercer le pouvoir avec beaucoup d'humilité permet à chacun de nous de savoir que le pouvoir, c'est être au service des autres. Et ça, je l'ai vu à ses côtés, même lorsqu'on était dans les équipes de réponse à la COVID-19 et dans d'autres situations. Donc, je pense que ce que je voulais lui demander, c'est comment est-ce qu'elle arrive à pouvoir, parce qu'elle a eu des postes de responsabilité très importantes à la fac et à l'hôpital et dans d'autres situations, comment elle arrive à pouvoir garder l'humilité et la bienveillance à ce haut niveau, malgré qu'elle est à cette position de responsabilité. Donc, c'est des éléments sur lesquels on peut toujours continuer par apprendre. Et j'aimerais féliciter aussi Madame Emilienne pour les présentations et pour les choses qui ont été faites. Ne vous en faites pas. Avec nous, les hommes, on sera toujours avec vous, les femmes. Même s'il y a des difficultés, on sera toujours là. Ça parce qu'on est toujours là. Merci beaucoup. Et félicitations à toute l'équipe, professeur, et au coach Maïbouna. Merci beaucoup, docteur Silver. Professeur, vous voyez, Emilienne, beaucoup de questions. Il y en a encore deux mains levées. Professeur Aminata Diassé et puis Pascaline Zonou. Professeur Diassé, vous avez la parole. Merci, professeur Alimatou. Je voudrais tout simplement dire qu'on s'est régalé aujourd'hui par rapport aux deux invités, mais particulièrement par rapport à Myriel. Même pour deux raisons, même si on n'est pas dans le même domaine d'intervention, parce que nous qui sommes dans les sciences dures, on a l'impression souvent qu'il y a plus de présence féminine dans les sciences médicales. On se retrouve avec les mêmes problématiques dans le cadre de son témoignage. Mais surtout, ce qui m'a marqué, c'est la période à laquelle elle s'est battue, comme on a dit. C'est des pionnières qui ont pu quand même pouvoir faire le chemin dans un cadre plus dur et plus hostile. Et ça nous donne encore de l'énergie parce qu'on se disait, voilà, on va prendre la tangente sur la porte de sortie. Mais quand on voit ces modèles-là, ça nous donne encore de l'énergie pour nous revigorer et nous permettre de continuer dans le sens de nos combats pour le leadership des femmes. Le deuxième aspect, je retrouve des anciennes de la faculté des sciences et techniques de Veto, de ISET, en total, à qui je dis bonjour déjà, avec Boton dans le cadre de sa structure sur la lutte avec les armes légères. Ça ne nous rajeunit pas, mais ça nous permet de dire qu'on retrouve encore ces mêmes figures, ces mêmes dames qui se battent sur le terrain pour le leadership féminin. Et ça nous réconforte vraiment et nous donne de l'énergie. Encore une fois de plus, merci Alimatou pour ces choix qui nous ont permis quand même d'échanger dans un autre domaine que les nôtres. Merci. Merci beaucoup, professeur Diassé, pour votre accompagnement constant. Maintenant, la parole à Pascaline Zonou. Pascaline, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs. Je voudrais aussi dire merci. Merci au professeur David et aussi à Madame Emilienne. Et je prends la parole pour témoigner toute ma gratitude d'abord à professeur David parce que elle a été notre maman à la faculté. Je suis médecin togolais. J'ai failli devenir biologiste sous elle, mais mon cursus ne m'a pas permis.
ben, elle a été un modèle, un vrai modèle de femme médecin, femme mère pour nous autres jeunes filles de la faculté de médecine de l'Université de Lomé. J'ai deux questions. Et dans la présentation, on a beaucoup parlé des difficultés vis-à-vis du genre masculin. Et je voudrais demander, est-ce que durant tout votre parcours, s'il vous plaît, professeur, vous n'avez pas eu de conflit avec d'autres femmes? Et si ça a été le cas, comment vous avez réussi à les gérer? Ma deuxième question, c'est votre engagement. À vous voir, vous étiez là tout le temps pour nous, vous ne ménagiez aucun effort pour nous faire aimer ce que vous aimiez, pour nous transmettre votre passion de la biologie. Et vous étiez là tout le temps à la fac, à l'hôpital. Comment vous arriviez à allier et professionnel et garder l'équilibre à la maison, puisque vous aviez aussi des enfants, il fallait gérer aussi leur éducation. Comment vous faisiez? Merci. Cette question que tout le monde se pose. Allez, je pense que maintenant des questions courtes, hein, vraiment, Atna et MG, c'est les dernières questions, s'il vous plaît. On a largement dépassé. Atna, vous avez la parole. Docteur. D'accord, merci professeur. Ma question, c'est par rapport à la motivation. Parce que en voyant tout ce que le professeur Mireille a formé, je me dis forcément qu'il fallait quand même une bonne dose d'énergie pour leur permettre d'avancer. Maintenant, comment est-ce qu'il faut motiver son équipe et, et également éviter qu'ils ne dorment sur le laurier? Donc, comment est-ce qu'il faut, quel schéma adopter et surtout, est-ce qu'il y a une fréquence définie ou bien bon, c'est de façon aléatoire? C'est ça ma réelle préoccupation. Comment maintenir la cohésion, comment maintenir ce dynamisme au sein de l'équipe? Et merci à tous. Merci beaucoup, MG, pour la dernière question. MG, vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mekeda Grinsky. Je suis juriste spécialisée sur les questions de genre, de droits humains et notamment dans l'accès à la santé. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. C'était très, très intéressant. Je suis basée à Lomé et effectivement, dans les différentes interventions, on a beaucoup parlé des dynamiques de genre. Et je me demandais de vos expériences, de votre expérience, quelles seraient les stratégies, on va dire, que l'on pourrait mettre en place pour essayer justement de réduire cet écart ou d'arriver à favoriser de meilleures relations, de meilleures dynamiques relationnelles en matière de genre dans le monde du travail. Voilà, c'est vrai que c'est forcément lié à nos contextes socioculturels, mais pas uniquement. Et donc voilà, j'aurais voulu savoir quelles seraient pour vous les stratégies à développer pour pouvoir aller dans ce sens. Merci. Merci beaucoup, beaucoup de questions. Maïmouna, je suis désolée. Aujourd'hui, je pense qu'on avait des invités particulières. Donc, mais ça veut dire On est en peut-être phase, on est en phase. qu'il va falloir qu'on refasse cette session, hein, parce qu'on n'a pas eu ta présentation. Professeur Mireille, à vous la parole, puis Émilienne pourra répondre aussi. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. J'allais vous rappeler une chose. C'est vrai que nous, dans les années 80, 70, 80, nous étions les premières, mais en fait, nous n'étions pas les premières. Les Amazones, les femmes, quand vous regardez dans toutes les cultures africaines, ont toujours eu la place de leadership. C'est les mamans analphabètes qui exigeaient que vous alliez à l'école. Ce sont les mamans analphabètes qui écoutaient vos soucis et qui intervenaient auprès des papas pour qu'ils se calment. Et donc, même si elles étaient dans l'ombre, elles avaient une fonction, j'allais dire fondamentale. Tout se réglait dans la chambre. Maintenant, nous sortons. Mais ça a toujours existé. La femme, et je dis toujours que si je devais renaître, je demanderais au bon Dieu de me refaire femme. Parce que c'est un privilège. Tu peux dire
tu peux dire à la limite ce que tu veux, ou ça passe ou ça casse. C'est ça le truc. Et donc, tu vas trouver une stratégie pour que ça passe parce que c'est ton objectif. Mais si c'est ton objectif profond, si ta cause est juste, personne ne peut t'empêcher d'aller jusqu'au bout de ta mission. Parce que nous avons toute une mission. Et je dis que les conflits, effectivement, qu'on peut avoir, que moi j'ai pu avoir, c'est peut-être des conflits avec d'autres femmes parce que je n'ai pas su gérer la situation dite de concurrence, mais avec un homme, non. Je ne le voyais pas comme un homme, je vois un collègue, et puis je discute. Et si ça dérive avec la subtilité féminine, avec la conviction de ne pas être dans la compromission, vous vous faites aussitôt respecter. Ce qui s'est passé souvent, enfin, je ne sais pas si c'est souvent, ce qui se passe parfois, c'est que si vous tentez de mettre la séduction dans un rapport de genre, vous vous noyez. Restez vous-même. Dieu a fait des femmes, il a fait des hommes. C'est tout. Donc, à niveau de compétence, vous êtes égaux. Même si vous devez avoir plus à faire. Moi, j'allais dire presque c'est la nature qui fait que c'est vous qui portez les enfants, c'est vous qui gérez la cuisine, c'est vous, quels que soient les pays, hein, même si vous ne gérez pas la cuisine, vous gérez au moins la gestion de quelque chose. Donc, vous avez plein de choses sur la tête, mais je pense que vous avez la capacité de le faire. Il y a un auteur américain qui dit qu'on ne vous donne jamais des charges sans vous donner sans que vous ayez au départ la capacité de le faire. Ceux qui n'ont pas eu la capacité de le faire, ils sont pas à ce poste. C'est simple, c'est comme ça que vous devez être convaincus. Les barrières socio-culturelles, comme je le dis, est-ce qu'elles existent? Elles existent, certes, mais on fait avec. On fait avec. En étant convaincu, on n'a aucun problème. Moi, ma grand-mère était une maîtresse boulangère dans un village. Elle a eu une coépouse alors qu'elle était enfant unique de son père qui avait dit à son gendre, je vous donne ma fille à condition 1, que vous veniez habiter dans ma maison. Deuxième condition, si vous voulez hériter de mes biens, je n'ai qu'un seul enfant, c'est une fille, vous la respectez. À l'époque, hein, dans les années, c'est ma grand-mère, je vous parle de ma grand-mère. J'ai vu cette femme gérer son affaire. Quand il y a eu la polygamie, elle a géré son affaire. Claire, simple, tout en restant digne. Parce qu'elle avait un objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, vous pleurez. La confiance, le respect, c'est quelque chose qui se gagne à la force du poignet, mais avec la subtilité féminine. C'est la différence avec les hommes qui tapent et qui mettent les pieds dans les plats. Nous, on sait faire. C'est pour ça que parfois, on a la possibilité de changer de corps et de porter quelqu'un d'autre. Je suis fière d'être femme. Soyez-le. Maintenant, une question a été sur quelles étaient les récompenses pour le personnel. Aucune récompense financière, il ne s'agit pas d'argent. Si vous avez un membre de votre personnel qui se donne plus sur un projet, vous allez faciliter sa formation. Vous allez intervenir. Si on veut vous l'affecter, vous allez faire le pas vers le ministre pour dire que celui-là, c'est un élément clé. Ce n'est pas une compromission, c'est une question d'organisation. Maintenant, comment faire pour être en équilibre? D'abord, dans votre travail, et je pense que Séville a dit, c'est être toujours là. J'ai une élève ici qui dit emmerdeuse bienveillante. Il faut être toujours là. Si c'est à minuit que vous savez que les choses se passent dans votre dos,
trouvez un moyen pour expliquer à votre gentil mari que minuit, là, vous devez être là-bas pour voir les choses. C'est tout, c'est simple. Et après, le partage, parfois, est important aussi avec son partenaire. Parce qu'on a beau dire, et Maïmouna nous l'a rappelé, nous sommes des humains. Si vous mettez les pieds dans les plats dans votre environnement familial, vous ne pouvez pas être aussi équilibré. On ne va pas vous renvoyer de la bienveillance ou de la compréhension pour que vous puissiez vous expanser vers l'extérieur. Et je vous dis, hein, les hommes, nous sommes leur fierté. Donc, continuez à faire ce que vous avez à faire. Aucun homme n'aime une femme pleurnicheuse qui ne veut pas travailler. Enfin, dans les challenges, Anta l'a bien dit, oui, nous devons faire plus que les hommes, mais tant pis, on fait avec. Parce que quand on arrive à le faire dans la justesse, dans le respect de l'autre, dans le respect de l'autre genre, on impose le respect. Respecter, ça ne veut pas dire baisser la tête. Ça veut dire regarder l'autre et dire que tu es ce que tu es, je suis ce que je suis, je te laisse évoluer, laisse-moi évoluer. Voilà les choses que je voulais partager avec vous et je suis prête à vous... Alors, je terminerai pour l'engagement. Hein. On ne peut pas faire les choses à moitié. Ou on est engagé ou on n'est pas engagé. Et on ne peut pas tricher avec ça, parce que dès que vous trichez, les autres sentent que vous trichez. Mes étudiants le savent. Être au travail à l'heure, faire son cours au plus haut niveau, ne pas se plaindre. Oui, aujourd'hui, téléphoner au chef de... Il y en a qui le font, hein, au chef de groupe pour dire que oui, à 10 minutes de l'enseignement, alors que tout le monde vous attend, téléphoner au chef de groupe pour dire que oui, je ne vais pas venir. On ne va pas vous respecter. On ne va pas vous respecter. Quand vous imposez le respect, vous imposez, vous gagnez en bienveillance de l'autre. Et donc, je crois que nous, les femmes, nous avons cet atout de pouvoir évoluer dans des milieux qui sont parfois difficiles. Et c'est une chance. Qu'est-ce qu'en pense Maïmouna? Je vous Mouna, remercie. ça vous interpelle avant qu'on donne la parole à Emilienne. Le micro En est fait, fermé. c'est quand on a la chance d'avoir toute cette expérience. Et bon, moi, c'est ce que je dis toujours aux jeunes. Hein. C'est vrai que le monde évolue très vite, il y a des technologies nouvelles, etc. Mais rapprochez-vous de vos anciens. Les anciens, ils ont l'expérience de la vie, ils ont la sagesse. Et en travaillant ensemble, on peut faire de très très grandes choses. Mais il faut vraiment cette combinaison intergénérationnelle. C'est très 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 important. Et vraiment, je le souligne encore aujourd'hui. Rapprochez-vous de vos anciens. Ayez de la gratitude parce que ils ont ouvert les portes pour que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Et ne les négligez surtout pas. Prenez-en bien, bien soin. Et en tout cas, aujourd'hui, on a eu une leçon de leadership, de pouvoir vraiment extraordinaire. Et en plus, je pense que moi, je l'ai dit, là, je fais une petite parenthèse très rapidement. Hein, on en a discuté avec le professeur Ali Matou, parce qu'on a souvent tourné un peu euh, je dirais, on a tourné autour du pot par rapport à certaines vraies questions qui concernent le genre. Et aujourd'hui, quand même, on a commencé à les aborder. Et il faudrait qu'on aille encore plus en profondeur. Parce que la fois passée, justement, j'étais dans une réunion de genre pour des plateformes qui opèrent dans le pétrole et le gaz, avec des femmes qui sont dans un milieu extrêmement masculin. Et en fait, là, on parle aussi des critères sociétals. Une femme qui est séparée, une femme divorcée, comment est-ce qu'on la regarde? Quel est le statut qu'on lui donne dans ce milieu? Il y a des vraies questions et on ne les a pas peut-être vraiment effleurées encore, mais je pense que là, on a commencé à entrer vraiment dans ces profondeurs et il faudrait qu'on aille encore plus en profondeur dans tout ça
avec l'éclairage de nos grands maîtres, de nos anciens et de nos plus jeunes, bien entendu, tous ensemble. Voilà, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maïmouna. Engagement pris, donc l'aventure va continuer. Euh, J'aime bien voir ça. Je vois qu'on est dedans, on est en phase. Moi, j'ai toujours été convaincue que il faut qu'on écoute les plus anciens parce que elles ont vécu des choses qui peuvent nous profiter. Donc, je pense que on va faire une petite pause vacances, mais en tout cas, je suis déjà vraiment très contente de voir aujourd'hui qu'on a d'autres maîtres qui sont connectés, soit Exactement. Ouais. Docteur Christiane Johnson, etc. Je veux dire, ça va se diversifier, ça va nous offrir la possibilité de faire encore plus de choses, de donner la parole voilà, en tout cas, à un éventail plus large de personnes, tout ça pour nous enrichir. Merci beaucoup. Émilienne, il y a également des questions qui ont été posées. Je te donne la parole. Merci. Micro fermé, Émilienne. Oui, professeur, l'informatique, parfois, ça nous dépasse aussi. Qu'est-ce que je vais dire? Être aux côtés du professeur Mireille, je crois que moi-même, je suis dans les nuages. Voilà, merci beaucoup. Je l'ai aussi longuement écouté avec admiration et la plupart des questions lui étaient réservées, mais il y a quelques-unes qui étaient communes à nous deux. Je dirais que moi, pour m'affirmer au milieu des hommes en tant que femme, ça n'a pas été difficile parce que je connais ce que je dois connaître. Et je pense que toute personne, quand elle vient vers toi, parfois elle vient te tester, est-ce que tu maîtrises même ce que tu es en train de gérer? Il faut montrer que non, tu connais. C'est un peu pour cette raison que je suis dans cette plateforme ECO parce qu'il y a pas mal de formations. Il y a même des formations qui ne sont même pas encore appliquées ici, comme le One Health. C'est avec ECO que j'ai entendu parler. Et je suis très contente parce que si demain ça arrive au pays, je saurais que oui, non, ça, j'ai vécu ça avec l'équipe d'ECO, DSC. Donc, je me plais d'essayer de m'informer le jour le jour. Ça fait que... Et aussi, je suis très humble. J'aime bien rester tranquille, effacé, qu'on ne sache pas qui c'est. Maintenant, quand on essaye de converser, c'est là où tu peux comprendre que, hey, Amy, toi aussi, tu maîtrises. Hein. Bon, ça, pour moi, franchement, ça n'a pas été difficile de m'affirmer au milieu des hommes parce que quand les hommes m'abordent, ils ont cette envie aussi de vouloir échanger avec moi. Qu'est-ce que tu penses du patient tel? Je ne suis qu'une infirmière, mais franchement, je peux le dire sans risque de me tromper que même le médecin, quand il arrive à côté de moi, il faut qu'il ait les pieds sur terre pour qu'on parle de certaines pathologies parce que je fais tout pour rester à l'afflux de l'information. Donc, les récompenses que je donne à certains personnels, moi j'aime ça. Quand tu fais quelque chose qui est bien, j'écris ton nom dans mon agenda. Et puis en staff, séance tenante, je demande à tout le monde de te féliciter parce que tu as fait quelque chose qui était encourageant, que les gens puissent suivre ton exemple. Et je peux aussi donner un poste à responsabilité à cette personne. Et les postes à responsabilité, c'est très souvent des postes que les personnels peuvent perdre s'ils ont fauté, voilà. Ou bien si une autre a fait quelque chose qui est encore plus encourageant, je balance le brassard de l'autre côté. Ça fait que chacun se sent bien, mais je n'ai pas d'argent. Parfois aussi, ça peut arriver que j'ai envie d'offrir les bonbons ou les petits stylos, que pardon, voilà le Big Rouge, mettez les températures avec le Big Rouge. Ça, je le fais, ça ne demande pas grand-chose. Et comment faire pour être en équilibre? Je pense qu'il faut s'organiser, hein. L'organisation, c'est la clé. Rester très motivé parce que par moment aussi, avec la saison des pluies, c'est pas évident. Ou bien quand il fait très chaud, ça devient difficile. On est un peu lourd. Mais si on a cette motivation que non, non, j'ai réunion avec les gens, ou bien il y a telle personne, ou enfin, penser à ces tâches, on se lève tôt et puis on est parti pour la journée. Donc, l'engagement, rester engagé à ce pourquoi on est là, c'est très important et surtout l'atteinte des objectifs. Parce que tant qu'on a les yeux fixés sur l'objectif, on ne peut pas faire l'erreur. Donc, merci beaucoup. Merci. Pour une fois, je crois que le temps, on a besoin de temps. Merci.
Le micro, professeur, s'il vous plaît. Votre micro. Merci. On a dépassé de 30 minutes et on est encore 65 personnes connectées. Donc, honnêtement, c'est parce que les personnes qui ont présenté étaient des personnes de valeur. Aujourd'hui, Maïmouna n'a presque pas parlé, à part sa petite introduction. Donc, vraiment, Émilienne, il n'y a pas de petite infirmière. Tu n'es pas une petite infirmière. Je vous assure que mes pieds ne touchent plus le sol. Depuis que j'ai vu mon nom à côté de professeur Mireille, coach certifié Maïmouna Diop, professeur Alimatou. Maman, ça c'est bizarre, j'ai eu des... Oh, merci pour cet honneur que vous m'avez fait. Je suis trop dans la joie. Je crois que professeur Alimatou sait parce que je l'ai un peu perturbé dans son WhatsApp en lui disant que je trouve même plus le sommeil. Je ne sais pas comment je vais parler avec tous ces autres professeurs qui sont derrière les écrans. Donc, professeur, docteur, vous tous, je vous donne chapeau, respect à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est les infirmières qui forment les médecins aux soins infirmiers. Donc, il n'y a pas de petite infirmière. Tout le monde est important. Tout le monde a du vécu. Tout le monde a son parcours et on s'enrichit des expériences des uns et des autres. Sur cette plateforme, c'est surtout les femmes. Même si, bon, après, on dit genre, équité de genre, il faudrait peut-être qu'on commence à donner aussi la parole aux hommes. En tout cas, merci beaucoup, Émilienne. Merci beaucoup, cher maître, professeur Mireille Prince. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot avant qu'on ne redonne la parole à Maïmouna. Professeur Un Mireille. dernier mot, c'est de dire que nous sommes tellement fiers de nos arrière-petits. Mais nous sommes très fiers de vous. Et nous savons que vous êtes capables de continuer le combat parce que c'est un combat. Et ce combat, il va falloir le mener pendant longtemps. Et n'oubliez pas que vous avez aussi pour mission de former vos enfants et vos élèves pour que ça s'améliore de jour en jour. Et apprendre aux jeunes, c'est ce que j'ai un peu plus. Apprendre aux jeunes l'humilité. L'humilité ne veut pas dire la faiblesse. C'est un outil qui permet de passer entre les lignes. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher maître, vraiment pour avoir pris de votre temps, pour être là. Que Dieu vous prête encore très longue vie, excellente santé. Comme l'a suggéré Amen. on va probablement voir à partir du mois d'octobre comment organiser plus de sessions en invitant les plus anciennes. Voilà, on a déjà fait presque un an de écho, on a parcouru beaucoup de thématiques, mais je crois que Maïmouna, il va falloir qu'on se réinvente, qu'on trouve, voilà, il va falloir qu'on trouve une formule. Moi, je suis convaincue qu'il faut qu'on immortalise tout ça parce que on a la chance, avec la technologie, on peut écouter professeur Mireille nous parler et dans 20 ans, on aura encore ces vidéos pour l'écouter. Donc, Maïmouna, aujourd'hui, on t'a pas donné beaucoup la parole, mais voilà, il va falloir qu'on voit comment améliorer tout ce cadre de partage d'expérience. Maïmouna, à toi le mot de la fin. Alors, avec je veux dire, tous ces moments extraordinaires qu'on a partagés tout au long de EcoGender et puis ce dernier moment avant de partir en vacances, moi, ce que je voulais juste dire, c'est qu'en tant que femme, plus nous allons être des femmes puissantes, plus les hommes deviendront aussi puissants. Parce que il y a une complémentarité entre la femme et l'homme. Donc, devenons des femmes puissantes et fortes, afin que nos hommes aussi deviennent puissants et forts. Voilà. Merci beaucoup. C'était le mot de la fin. Merci, professeur Mireille, professeur Anta Taldia, professeur Maguette Silagnan, coach Fatmata Diallo qui est connecté, docteur Christiane, Emilienne, tous les membres de cette belle communauté Eco Gender Equity and Leadership. Nous allons faire une petite pause vacances. On est tous très fatigués. On va essayer de revenir avec d'autres belles idées pour donner la parole à toutes celles qui voudront bien partager avec nous leur expérience pour qu'on puisse s'enrichir davantage. Merci beaucoup à tous. Professeur Diassé,
Elle, c'est ma coach hein, particulière. C'est elle qui m'encourage tous les jours. Professeur Kumba, merci à tous, vraiment.